Qualité de vie et cardiopathie congénitale, c'est un sujet évidemment qui est majeur, qui vous concerne, qui nous concerne, et qui vient d'où? Il vient tout simplement que aujourd'hui c'est plus une affaire de survivre avec une cardiopathie congénitale, c'est une affaire de bien vivre avec une cardiopathie congénitale. Pourquoi? Parce que dans les années 80, 90, 2000, il y a eu des progrès assez considérables dans la chirurgie des nouveau-nés, avec des cardiopathies congénitales, des progrès parfois majeurs, qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que la quasi-totalité des enfants qui naissent en ce moment avec une malformation cardiaque, y compris les plus sévères, vont survivre à l'âge adulte sans aucun problème, et que donc certains médecins, chercheurs, certaines associations de patients comme vous, et ben on s'est dit qu'il fallait trouver aussi une façon d'évaluer leur qualité de vie et puis de savoir si on pouvait l'améliorer. Et donc, ce que je vous présente, c'est 10 années de recherche, en fait. Et j'insiste toujours derrière, parce que des fois, les Français sont pessimistes en se disant qu'on n'est pas aidé. On est aidé puisque ça représente à peu près 1 million d'euros, ce dont je vais vous parler, d'argent public qui a financé toutes ces études. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est quand même, on est aussi dans un pays où le rôle des associations de patients, c'est aussi de défendre les projets de recherche des médecins qui vont dans le sens que je vais vous montrer là. Et c'est parce que certaines associations de patients, il y a 10 ans, alors que la qualité de vie, ça intéressait pas grand monde dans notre spécialité, ont financé en partie ces travaux de recherche-là. Et c'est que des travaux d'argent public. Alors, auparavant, le patient congénital, c'était tout va bien, à l'année prochaine, tu bouges pas, tu fais rien, et on verra à ton bilan l'année prochaine. Aujourd'hui, les patients nous demandent des choses comme est-ce que je peux faire un sport, est-ce que je peux faire des études normales, est-ce que je peux déménager, j'aurai un bon médecin pour me suivre, quelle va être ma qualité de vie, est-ce que je vais être autonome, etc. Et ces questions-là, elles arrivent très tôt puisqu'elles arrivent dès le diagnostic prénatal. Dès le diagnostic de cette malformation cardiaque pendant la grossesse, les parents nous disent texto, moi c'est comme ça que je me suis intéressé à ça quand j'étais en formation, je voyais bien que les mères et les pères disaient mais donc docteur, puisque vous pouvez tout opérer, ça va être quoi la vie de mon enfant? Donc les pères disaient est-ce qu'il pourra faire du foot, les mères disaient est-ce qu'elle pourra avoir une enfant, ma fille? C'était ça les questions, et je voyais bien que mes collègues n'étaient pas à l'aise à répondre à ces questions-là, parce que qualité de vie, ça veut dire quoi qualité de vie finalement? Aujourd'hui, vous avez tous une définition très différente de ce que c'est que votre qualité de vie. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut évaluer cette qualité de vie? Est-ce qu'on peut en faire de la recherche? Et alors, la qualité de vie, regardez, j'ai essayé de mettre des petits camemberts pour dire ce que c'est. Il y a la qualité de vie en rose vue du docteur, c'est-à-dire les médicaments, l'aptitude physique, le score de la sévérité de la maladie, etc. Et puis, en bleu, vous avez la qualité de vie vue du patient. La famille, la spiritualité, la religion, les revenus, la sexualité, etc. Et donc, on n'a pas tout à fait parfois, en tant que soignant, en tant que patient nous-mêmes quand on l'est, en tant que parent d'enfant, en tant qu'enfant soi-même, enfin, etc. Il y a 10 personnes, il y a 10 définitions de la qualité de vie. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire quand même une évaluation de ça et de répondre aux questions que je viens de vous poser. Alors la première chose de ce travail de projet de recherche, c'était tout simplement est-ce qu'un enfant cardiaque opéré aujourd'hui, il est capable d'avoir une activité physique correcte, puisque le cœur quand même, c'est l'effort, c'est les performances à l'effort, et qu'on peut imaginer qu'un enfant qui a une cicatrice sur son cœur peut potentiellement ne pas pouvoir faire d'activité physique ou peut potentiellement être handicapé plus tard dans son avenir. Ben non, c'est faux. On a pris 800 enfants qu'on a mis sur ces vélos, et aujourd'hui, en 2019, ces 800 enfants cardiaques avec toutes les cardiopathies, des plus sévères aux moins sévères, on peut dire que la quasi-totalité ont une activité physique très proche de la normale, si ce n'est normale. 90% de ces 800 enfants ont une aptitude physique normale. Ils sont capables de. Alors après, est-ce qu'ils font dans la vie quotidienne? Est-ce qu'il n'y a pas l'instinct qui a peur? Est-ce qu'il n'y a pas la mère qui a peur? Est-ce qu'il n'y a pas. Alors ça, c'est autre chose. L'enfant sur le banc de touche, parce qu'il a une cicatrice au sternum ou une petite cardiopathie, ça, c'est quelque chose qu'on voit. Mais est-ce qu'en le mettant sur un vélo avec des paramètres objectifs de mesure de son aptitude, elle est anormale? À part quelques cardiopathies, la grande majorité, on peut dire aujourd'hui que la génération actuelle, elle va bien en fait en termes d'aptitude physique. Donc ça, c'est un résultat majeur, d'autant qu'on a pris des comparaisons, c'est-à-dire qu'on a pris des enfants, chaque enfant cardiaque était comparé à un enfant du même âge, du même gabarit dans la population générale. C'est-à-dire que c'est ça qui est important. C'est vraiment, donc c'est un message fort, et ça, c'est corrélé à la qualité de vie. C'est-à-dire que meilleure va être l'aptitude physique, meilleure va être la qualité de vie. Mathématiquement, c'est corrélé. Alors, un petit truc que je dis toujours, c'est qu'on a donné des questionnaires de qualité de vie aux mères, aux pères et aux enfants eux-mêmes. Et donc, la personne, sans savoir les résultats du test d'effort,
Et donc, on a fait des statistiques pour corréler le score de qualité de vie vu par la mère avec le test d'effort, le score de qualité de vie vu par le père avec le test d'effort, et le score de qualité de vie vu par l'enfant, donc de 8 à 18 ans, et le test d'effort. À votre avis, qui avait, entre guillemets, statistiquement raison? La mère. Ouais. Moi aussi, je ne savais pas trop les résultats, mais c'est ça qui est intéressant de faire de la recherche. C'est qu'on part avec un a priori. Moi aussi, je pensais que ça allait être les enfants eux-mêmes. Non. C'est d'abord la mère, puis le père, puis l'enfant, qui est un peu, il ne sait pas trop, l'enfant finalement, il répond parfois peut-être au questionnaire, pas comme il faudrait. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose dans la population contrôle. Les gens qui n'ont pas de maladie cardiaque, c'est pareil, c'est aussi la mère qui est plus capable d'évaluer ça. Donc voilà, on a fait beaucoup d'études, on a donné des questionnaires à des enfants dans des écoles tirés au sort, et c'est un partenariat avec le rectorat. On a donné ces questionnaires de qualité de vie avec des enfants cardiaques, et puis on a vu si ces scores étaient corrélés au type de maladie, à la sévérité, et puis au test d'effort. Et donc il y a plein de questionnaires de qualité de vie qui existent. Ceux qui sont très intéressés, ils évitent. Envoyez-moi un mail et puis je vous donnerai ces questionnaires. Aujourd'hui, depuis ces travaux, ils sont numérisés sur tablette iPad. On espère qu'après la recherche, il y aura la vraie vie. C'est-à-dire, vous arrivez dans votre salle d'attente, on vous fait le poids, la taille, la tension artérielle, l'échographie cardiaque, le CG et le score de qualité de vie sur tablette. Voilà, ça c'est la recherche. C'est pas ça. C'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Et donc, ces questions de qualité de vie, ils évaluent le physique, le social, le psychologique, la famille, l'environnement, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est les résultats. Donc ça, c'est des résultats qui sont plutôt très bons. C'est-à-dire que vous avez en rose la population générale tirée au sort dans les écoles, et en bleu, les cardiopathies congénitales. Et elles se suivent de très très près, ces deux courbes. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir le message suivant. Aujourd'hui, un enfant avec une cardiopathie congénitale en France, il a une qualité de vie normale. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et moi, si je dois répondre à une femme enceinte qui me pose cette question, aujourd'hui, j'ai de la science qui me permet de dire ça. Alors après, quand on regarde vraiment dans les petits deltas, parce que les statisticiens, ils aiment bien évaluer les deltas, on s'aperçoit que ce qui éventuellement impacte la qualité de vie, c'est pas trop la maladie, c'est tout ce qui peut générer un manque d'autonomie. Donc là, la balle est dans votre camp, les parents. Parce que les ressources financières, l'environnement social et les amis, c'est pas la cardiopathie congénitale. Alors pourquoi est-ce que les ressources financières d'un enfant cardiaque, en termes de qualité de vie, est plus bas que la population générale? C'est pas normal. Les cardiopathies congénitales, ça touche tout le monde, riches, pauvres, etc. Alors vous savez pourquoi on a creusé? Eh bien c'est parce que, là je vais être culpabilisateur pour vous, alors désolé, hein, et c'est pour vous faire sortir de vos gonds, parce qu'en fait, quand on a un enfant malade, et donc un enfant cardiaque, et même pas malade d'ailleurs, parce qu'il n'est pas si malade que ça, votre enfant, on a tendance à le surprotéger. Et en fait, quand on demandait aux enfants pourquoi ils avaient coté comme ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent de poche. Mais alors, ils n'avaient pas d'argent de poche parce que les parents, la question c'était est-ce que tes parents te donnent un peu de sous pour aller au cinéma? C'est pas que les parents n'ont pas d'argent pour donner des sous au cinéma, mais qui donnait des sous pour aller au cinéma? Qui dit donner des sous un samedi pour aller au cinéma dit donner de l'autonomie. Et donc, vous les surprotégez. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce message-là. Et on a des psychologues qui les ont vus creuser. Et effectivement, je dirais, si j'ai un message simple à donner sur tous ces 10 ans d'études, c'est ils ont une aptitude physique bonne. Et donc, ça retentit positivement sur une bonne qualité de vie. Par contre, attention à ne pas les stigmatiser. Attention à ne pas les mettre sur le banc de touche, attention à ne pas les surprotéger, et essayons de les prendre en charge, nous comme docteurs et vous comme parents, mais là pour le coup c'est vous les parents, hein, avec le maximum d'autonomie possible. Alors là, regardez les parents. Là par contre, le delta des parents il est plus important. Les parents ils sont un peu pessimistes quand même. Ils voient leurs enfants cardiaques beaucoup moins bien que l'enfant se voit eux-mêmes. C'est-à-dire que là, vous avez des creux qui sont assez importants. Mais regardez que les vagues, elles suivent la population générale. Hein. Vous n'avez pas des enfants à part. Ils sont comme les autres. C'est-à-dire que quand l'environnement scolaire il est à 50 sur 100 dans une population générale, et ben, il est à 48 sur 100 chez un enfant cardiaque. Donc globalement, c'est très proche. OK ? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait comme deuxième partie? On s'est dit, bon, puisqu'on a remarqué que problème numéro 1, ils ont une bonne activité physique, mais ils sont surprotégés, surcouvés, ils sont sur le banc de touche, et tout le monde a peur qu'ils se remettent à l'effort. On s'est dit, on va les aider, ces enfants et ces adolescents et ces jeunes adultes, parce qu'on est allé plus loin, à les remettre un peu d'aplomb pour éviter qu'ils, en étant sur le banc de touche, plus tard deviennent des adultes
qu'on appelle déconditionner. Mon collègue, il en parlera tout à l'heure, probablement. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas mettre ces jeunes dans des programmes de réhabilitation cardiaque. La réhabilitation cardiaque, c'est refaire de l'activité physique quand on a un peu du mal, après une chirurgie, par exemple. On ne peut pas les mettre avec des adultes qui ont fait un infarctus. Et les ados, quand on fait ça, ils viennent nous revoir, ils nous disent, mais tu me détestes. Tu m'as mis avec des vieux qui fument, qui sont gros, qui ont 60 ans et qui ont fait un infarctus. Qu'est-ce que je fais là? Et donc, il faut leur vendre, entre guillemets, autre chose. Donc nous, on a la chance d'avoir un hôpital au bord de la mer. Donc évidemment, c'est plutôt accrocheur. Mais ça ne suffit pas. Ils ne veulent pas aller à l'hôpital, même s'il est au bord de la mer. Donc on a créé un programme qui est à domicile et qui leur permet de refaire de la réhabilitation cardiaque à domicile. C'est l'étude CaliRehab qui va très vite, puisque c'est la première fois de ma vie où je fais une étude et où en moins d'un an, il y a 80 personnes qui rentrent, qui s'inscrivent dans une étude qui demande quand même 3 mois de réhabilitation à domicile, qui est randomisée avec un tirage au sort. Et donc là, il y a un fort soutien des associations de patients qui en font un peu la pub. Mais là, quand la recherche rejoint le soin, comme c'est le cas, on est plutôt content. Donc je vous montre la vidéo. Hop. Avec une cardiopathie, on peut améliorer sa tolérance à l'effort, ses capacités dans la vie quotidienne, apprendre à mieux connaître sa cardiopathie, ses facteurs de risque, grâce à un programme de réhabilitation. La réhabilitation cardiaque, c'est quelque chose qui se fait énormément chez l'adulte qui a fait un infarctus, par exemple. Et chez l'enfant, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ce centre dans lequel on travaille est le premier, finalement, à avoir lancé, il y a plusieurs années, la réhabilitation cardiaque chez des enfants qui ont des cardiopathies ou même qui ont des pathologies chroniques. Allez, c'est parti. On inspire. La réadaptation à l'effort est multidisciplinaire. Elle nécessite la participation de plusieurs professionnels de santé, notamment bien sûr les professeurs d'éducation physique, les kinésithérapeutes, les infirmières, les médecins, qui vont tous avoir le même objectif d'apporter cette autonomie progressive à l'enfant. Et toi, tu as senti que c'était mieux après? Tu as senti que tu étais moins essoufflé ou qu'est-ce que tu as senti? Ce programme de réhabilitation à l'effort est intégré dans un protocole de recherche pour pouvoir démontrer la pertinence des efforts fournis par l'ensemble de l'équipe, par tout cet entourage pluridisciplinaire. Et on est assez fiers de pouvoir proposer ça à l'Institut Saint-Pierre. Je constate les résultats et c'est assez bénéfique. Par exemple, dans la vie de tous les jours, pour aller par exemple au lycée où on est moins fatigué. Psychologiquement, ça apporte de la confiance en soi. On se sent mieux, on a moins peur de faire du sport, on sait mieux se gérer. Je commence à 65 watts. Si au décours de ce programme et de cette étude randomisée, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration du test d'effort, une amélioration de la qualité de vie, et bien ça voudrait dire que cette nouvelle modalité de réhabilitation cardiaque, elle est justifiée. On ne va pas s'arrêter à l'Institut Saint-Pierre, ni à Montpellier. On va aller au-delà, dans plusieurs régions de France, pour essayer de motiver les centres de réadaptation cardiaque, qui s'occupent d'adultes, de faire de la même manière que nous. Voilà, donc ça, c'est 600 000 € de vos impôts. C'est important que vous le sachiez parce que vos impôts, parfois, ils vont peut-être là où il ne faut pas que ça aille, mais parfois, ils vont là où il faut que ça aille. Voilà. Et donc cette étude qui s'appelle CaliRehab, elle est fortement soutenue. Pourquoi actuellement elle est soutenue par les organismes d'argent public? C'est parce que c'est dans un cadre de médecine préventive. On préfère faire de l'activité physique précocement chez un individu, quelle que soit la maladie chronique, plutôt qu'arriver à 30, 40 ou 50 ans à avoir à le prendre à l'hôpital, lui donner des médicaments, etc. Et donc le bien-être de cette activité physique, elle va être probablement, j'espère, ce sera les résultats, on verra bien, je vous les présenterai d'ici un an, l'impact que je souhaite mesurer, moi, il est sur la qualité de vie. Donc là, subjectivement, on les revoit, les jeunes. Ils font 3 mois après d'activité physique à domicile, ils commencent dans cette institution, mais ensuite, ils veulent aller à la maison. Il y a un APA qui vient 2 fois par semaine faire ce programme pendant 12 semaines. Et quand on les revoit au bout d'un an, ils nous disent « mais je suis métamorphosé dans ma tête, dans mon bien-être ». On avait des ados qui étaient un peu introvertis, qui disaient rien à la consultation et qui là vont nettement mieux. Voilà.
Et donc, ces travaux que j'ai mis en place, donc là, je ne vous montre pas les résultats parce que c'est en cours, mais on a déjà des résultats de qualité de vie chez les ados. Alors, c'est très intéressant, les ados, parce que les ados, dans mes études, ils ont tous une qualité de vie égale à la population générale. Moins bonne que les petits, mais égale à la population générale. Pourquoi ? Parce que probablement que dès l'adolescence, on apprend à vivre avec son état, en fait, et qu'il y a des phénomènes en anglais, on appelle ça le coping, ça veut dire faire avec, on fait avec. Moi, j'ai un jeune patient qui était très, très, très sportif, qui a un petit surrisque, probablement lié à sa cardiopathie congénitale qui est assez compliquée, et c'est vrai que c'était difficile pour lui de continuer à l'autoriser à faire de l'aviron en compète, qui est un sport particulièrement intensif. Aujourd'hui, il est champion national de tir à l'arc. Et donc, quand vous avez un jeune qui a compris qu'un non pouvait se transformer en oui, c'est ce qu'on appelle en anglais le response shift, c'est-à-dire j'ai un problème, et face à ce problème, je l'intègre, j'ai de la résilience, moi j'appelle ça la résilience en français, et donc je ne baisse pas les bras, je suis aussi aidé par mes parents, mes docteurs et mon environnement, hein, je ne veux pas être tout seul, et donc je trouve un plan B, et ce plan B finalement est nettement meilleur que tout. Voilà. Et on en a plusieurs comme ça. Et donc, les cardiaques, dans toute la littérature scientifique qu'ont fait les psychologues en termes de qualité de vie, les cardiopathies congénitales, c'est une des maladies ou une des conditions où il y a le plus de résilience. On pense qu'ils naissent avec et qu'après, ils font avec, etc. Donc, c'est des résultats qui sont très positifs, hein, finalement. Voilà. Alors après, j'ai voulu aller dans le côté moins positif, c'est-à-dire j'ai regardé des adultes avec des cardiopathies congénitales très, très sévères et qui avaient une complication qui s'appelle l'hypertension pulmonaire. Donc eux, ils ont 2 pathologies et j'ai voulu savoir si ces malades avec 2 pathologies très sévères des adultes, il y avait un impact sur leur qualité de vie. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite sur toute la France. Là encore, c'est des études où quand on demande aux patients de participer, on a 0% de refus. 0. Tout le monde a voulu participer à cette étude. Et donc, les résultats sont les suivants. Donc, je vais les résumer. Les résultats, c'est que la qualité de vie, si on regarde que les questions qui ont attrait à quelque chose de physique, elle est altérée. C'est le noir qui est là. Ça, c'est la population normale et eux, ils sont là, mais altérés finalement, pas tant que ça par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Et par contre, quand on regarde tout ce qui est d'ordre psychologique, familial, etc., ils ont, donc c'est les deuxièmes graphes là, ils ont des scores qui sont très proches de la population générale. Et ce qui est même très intéressant, c'est que quand on les prend en différentes strates de gravité, ces malades, qu'on prend vraiment les plus graves des plus graves, eh bien, eux, ils remontent en termes de qualité de vie par rapport à tout ce qui est d'ordre psychosocial. Et là, vraiment, on est dans la résilience. Parce que les malades qui sont ici en rouge, c'est actuellement les malades les plus graves que moi je suive dans les populations d'adultes. Eh bien, eux, ils ont une qualité de vie physique qui est très très basse. Vous voyez là, 30, c'est très bas. Ça veut dire qu'on a même du mal à marcher dans la vie quotidienne. Monter là les escaliers, arriver en haut, on est mal. Donc ça se traduit sur le questionnaire. Parce que les questions vont avoir attrait à des choses physiques. Par contre, quand on regarde l'aspect psychologique, là, on a les scores qui remontent en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est connu dans les maladies chroniques, mais là, qui est particulièrement important. Quand on regarde la qualité de vie dans le monde entier, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, mais il y a une personne qui s'intéresse à ça, et on fait partie en ce moment de ce groupe. Là, les Français, ils ne sont pas bons du tout, hein. En termes de qualité de vie et cardiopathie congénitale, ils sont les avant-derniers de cette étude. Par contre, il n'y avait que 96 patients qui ont rempli les questionnaires. Donc là, je pense que ces 96 ne sont pas le reflet du tout de la population française parce que ce n'est pas du tout mes résultats. Et moi, je n'ai pas du tout ces résultats-là. C'est un seul hôpital, un seul centre et des malades pris en cours de consultation dans des bilans annuels. Donc là, je vous incite, et là, vous êtes acteur, quand on vous propose de participer à des études, quand vous allez bien et que ça vous demande juste de remplir un questionnaire et de le renvoyer par la poste, faites-le. Parce que le français, il n'est pas discipliné. Le français, il participe à une étude quand ça l'intéresse lui-même ou qu'il a un intérêt pour lui-même. Sauf que faire de la recherche, c'est aussi faire de la recherche pour les autres. Donc je pense que ces 96 personnes, c'était des malades très malades. Et quand on est très malade et qu'on vous propose de participer à des études, vous dites oui. Dans mes études, j'ai pris tout le monde, dans les écoles, etc. Et donc j'ai un taux de participation très élevé. Voilà, c'est un petit message de civisme, mais c'est vrai que quand on fait des études dans les autres pays, tout le monde répond. J'ai été dans d'autres pays faire des études de qualité de vie, les gens répondent au questionnaire. Le français, il faut le rappeler 25 fois avec des enveloppes prétimbrées et tout.
et ils ne renvoient pas les questionnaires. Donc vous avez un rôle en tant que membre d'une association de patients, puisque vous êtes là pas que pour vous, j'imagine, si vous êtes assis ici, vous êtes aussi assis pour la collectivité, vous êtes aussi là pour nous aider à développer ce civisme qui est que quand on fait des belles études, on a des bons résultats qu'on présente au gouvernement et qui vont nous permettre de payer des coachs à domicile. Et actuellement, ça n'est pas remboursé par la Sécu. Vous voyez, donc c'est pas juste pour s'amuser en fait. Moi, certains des patients me disent oui, si ça peut vous faire plaisir, docteur. Ah non, non, mais moi, ça me fait pas plaisir. En fait, c'est pour vous. Donc les questions que vous posez souvent en termes de qualité de vie, c'est finalement, vous êtes en train de dire que ces patients, ils manquent d'autonomie, et donc on a développé plein de programmes pour lutter contre ça, les problèmes de transition, où on prend les ados, on leur explique tout de A à Z sur leur cardiopathie, et des fois les parents, ils tiquent un peu, ils disent mais il faut dire tout ça. On a des parents qui des fois tombent dans les pommes parce qu'un ado nous demande une vidéo du bloc opératoire, on lui montre, et là les ados adorent, et les parents tombent dans les pommes, se remémorent chez un jeune de 20 ou 25 ans, quand il était bébé, le moment où il est rentré au bloc opératoire, donc les parents sont mal. Et donc les parents, ils nous disent, mais vous êtes sûr que c'est pas anxiogène tout ça? Vous êtes sûr que ça va vraiment vous aider et les aider, voilà. Est-ce que c'est pas néfaste pour la qualité de vie? Donc ça, c'est un problème qu'on peut se poser, puisqu'avant, la médecine d'avant était paternaliste. On disait, allez, ça va l'année prochaine. Aujourd'hui, on vous doit une information totale. Mais cette information totale, est-ce qu'elle n'est pas un peu anxiogène? C'est la question qu'on peut se poser. Alors moi, je pense que non, je pense qu'elle n'est pas anxiogène et que quand on a des programmes de transition, par exemple, dans des locaux sympas, ici, c'est les locaux de Necker, ici, c'est les locaux de chez moi avec l'hôpital au bord de la mer. Pourquoi je vais dans l'hôpital au bord de la mer? Parce que l'hôpital au bord de la mer, c'est pas le CHU et que le CHU, c'est moche. Mon CHU est moche, pas moi, la salle comme un Necker ici. Et ça, les ados sont très sensibles de voir la mer derrière avec des docteurs sympas qui sont justement pas en costume comme je suis aujourd'hui, mais en jean et en chemise et qui expliquent ce que c'est qu'une cardiopathie en vulgarisant. Par contre, l'ado, il veut vraiment savoir. Hein. Donc là aussi, hein, quand on sépare les ados de vous et qu'on les prend les yeux dans les yeux, ils nous disent « Moi, je dis rien chez moi, sinon ma mère, elle pleure. Donc par contre, vous me dites tout, je veux savoir. Je veux connaître mon histoire. Et je veux savoir tout, sexe, drogue et tout, hein, et rock'n'roll. » Et donc, quand vous êtes dans la salle à part, puisqu'on nous, on sépare les groupes à un moment donné de la journée où on prend les parents, à chaque fois, il y en a 2 qui pleurent. Et là, on se dit, ah, là, c'est la découverte de notre programme de transition. Il y a quelque chose à faire chez les parents qui a été loupé, qui a été raté. Et certains parents sont très mal alors que leur jeune, il a 18-20 ans et qu'il ne va pas si mal que ça. Mais encore une fois, moi, quand je dis aux parents que je vois très jeunes après l'annonce diagnostique, ce que vous vivez là, c'est quand même très dur, allez voir un psychologue, ils n'y vont pas. Il n'y a quasiment aucun de mes patients qui prend rendez-vous avec un psychologue après une annonce diagnostique d'une cardiopathie ou après une chirurgie cardiaque de cardiopathie. Alors, je ne sais pas si c'est que Montpellier, mais en tout cas, les parents n'y vont pas. Et donc, ça, c'est un autre message que je pense vous devez faire passer. Le cardiologue, il a ses limites, le système de soins hospitalier, il a ses limites, et que pour que vous ayez un ado qui aille bien dans ses baskets plus tard, il faut que vous alliez voir un psychologue à la naissance de l'enfant. Voilà. Donc, on a lancé, je vais un peu passer les d'autres études, je vais vous en passer. Ouais, maintenant, j'ai fini en fait. Et donc, ça, c'est une autre étude qu'on a faite. En fait, c'était dans cette autonomie-là qu'on veut donner à ces patients. En fait, on s'est demandé si, en autonomisant totalement un petit patient qui est sous anticoagulant et qui va se piquer, alors lui, vous imaginez, il a 4 ans, il se pique tout seul pour avoir son INR, qui est le taux d'anticoagulation. Et donc, on a voulu savoir si c'est un programme d'autonomisation des patients et des familles et des enfants sous anticoagulants, qui sont des malades quand même assez graves, ça améliorait leur qualité de vie de les autonomiser. Donc, la réponse est oui. Voilà, si vous voulez lire l'article, c'est avec l'équipe de Necker qui a la plus grosse cohorte d'enfants sous anticoagulants actuellement en France. On a regardé les taux de qualité, les scores de qualité de vie au cours de ce programme. Et donc, plus on a de l'autonomie, moins on vient à l'hôpital, meilleure est la qualité de vie. Donc oui, il faut, je pense, tout dire aux patients, quitte à les angoisser sur ce que c'est qu'un anticoagulant. Parce que grâce à ça, ils sauront les tenants, les aboutissants, et viendront peut-être beaucoup moins à l'hôpital. Et puis après, pour finir sur une note assez sympathique, je pense qu'il y a des fois où on a des patients qui adhèrent pas à ce qu'on leur propose, soit en recherche, soit dans les médicaments, soit dans des soins un peu invasifs. Et actuellement, il y a un virage de la société, et dans notre pays encore plus, c'est les anti-vaccins, c'est les anti-tout. Et souvent, les médecins sont arc-boutés contre ces patients-là, et les patients sont anti ce système-là. Et je pense qu'on peut se rencontrer, y compris en recherche. Et il y a des façons aussi de convaincre nos patients d'adhérer à certains systèmes de soins. C'est par exemple en leur proposant des techniques qu'on appelle adjuvantes. Et donc là aussi, vos impôts payent en ce moment des études sur les techniques adjuvantes. Donc on a l'hypnose,
et on a la sophrologie. Et ça, je peux vous assurer que quand on a un ado qui se dit j'ai des palpitations, j'ai des douleurs, etc., et que vous lui faites un test d'effort, un Holter et tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien et souvent ce bilan sera normal. Par contre, si vous proposez des sessions de sophrologie, il est fort probable que les symptômes diminuent un peu, voilà. Et surtout pas de médicaments. Et donc, mais ça, faut le prouver, ça. On doit prouver que la sophrologie elle est efficace dans nos palpitations de l'adolescent ou du jeune adulte avec une cardiopathie opérée. Et donc ça, c'est de la recherche. Et il y a une autre chose qu'on a développée qui améliore la qualité de vie parce que ça diminue les anesthésies itératives. Et les anesthésies, c'est une source de stress pour vous et pour votre enfant. Et c'est même les anesthésies répétées chez les cardiaques une source de problème pour le neurodéveloppement plus tard. Ça a été démontré. Et donc, une des façons de se rejoindre comme ça, c'est par exemple de proposer des sessions d'échographie sous hypnose qu'on a lancées. Je vais vous montrer le petit film pour terminer. Ce sont des enfants qui ont besoin d'une échographie où ils avalent une sonde grosse comme ça, comme une fibre digestive qui va jusque dans l'estomac, dans les rares cas où on n'a pas réussi notre échographie normale. C'est rare ça. Hein. La plupart du temps, on voit avec l'échographie standard sur le thorax, mais parfois on n'y arrive pas. Avant, c'était sous anesthésie générale chez les enfants. On ne pouvait pas faire ça autrement. Vous ne faites pas avaler une sonde de la taille de ça, voilà, chez un enfant avec une caméra au bout, il ne veut pas. Et donc, on a lancé complètement par hasard l'hypnose. Et donc, on a lancé ça il n'y a pas longtemps. Et vous savez, donc on a fait ça 35 fois dans mon centre en 2 ans. 35 sessions d'hypnose et de Théo. Ça s'appelle le Théo. On a un échec. Tous les autres cas, c'est un succès, on a des belles images, ça dure très peu de temps et on n'a pas converti en anesthésie générale, zéro sédatif, zéro médicament, puisqu'on ne peut pas cumuler l'hypnose et les médicaments. Donc je voulais vraiment terminer là-dessus, parce que c'est aussi de la recherche qui est en cours et c'est aussi de la recherche publique qui est en cours, et c'est peut-être une façon de boucler la boucle, en fait, avec les incompréhensions que le corps médical peut parfois avoir avec la société dans laquelle on est en ce moment. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que vous pouvez aussi mettre en avant pour les gens que vous sentez, parce que votre rôle d'association aussi, c'est de faire venir les gens qui ne viendront jamais dans une association. Vous n'êtes pas le reflet de mes patients. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes déjà la crème de la crème. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui prennent un samedi sur leur temps personnel pour s'intéresser à ce sujet, pour améliorer les choses et faire du collectif. Donc vous êtes le 1% de la population générale. Et donc votre rôle aujourd'hui, il n'est pas que pour vous, il n'est certainement pas pour vous d'ailleurs. Votre rôle, il est d'essayer de remettre les gens qui sont en souffrance dans le circuit de soins. Et une des façons de faire, et pas que celle-ci, hein, c'est de parler de qualité de vie, de techniques adjuvantes, etc. Voilà. Donc je finis avec une petite vidéo. C'est le premier, non, c'est le deuxième, parce que le premier, on ne pensait même pas que ça allait marcher. C'est le deuxième, on a filmé. C'est pas aussi bon que la première vidéo, qui est une vidéo promo. Là, c'est fait maison. Et ça vous montre un jeune, et c'est en temps réel, avec une échographie sous hypnose. Vous n'entendrez pas le son parce qu'il n'y a pas de son. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Merci.
Allez. Bon, alors attendez, il faut que je sorte ça. Je ne suis pas très doué. Vous m'entendez bien, c'est bon? J'ai remis le son. Hop, la discussion. Ici. Voilà, parfait, super. Est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous voulez qu'on remette le son et qu'on se fasse un petit… Alors attendez, je vais essayer de remettre… Comment je fais pour remettre le son à tout le monde? Je regarde ça. Ici. Je vais vous remettre le son à tous, vous parlerez juste pas tous en même temps. Alors… On n'est pas doué encore. Je pense que c'est… tout à l'heure, c'était… ça, c'est moi. La participante, si tu cliques dessus, c'est parce que c'était ça. Voilà, c'est ça, ok. Donc là, je peux pas activer déjà le plus. Voilà, ok, parfait. Donc, si jamais vous avez des questions, normalement, là, vous pouvez réactiver vos micros. Je vous ai donné l'autorisation de réactiver vos micros, donc n'hésitez pas. Je vais éteindre ça. Voilà, parfait. Voilà, hop. Allez-y, si jamais vous avez des questions, je suis à vous. Alors, attendez, il y en a qui sont… petite question. Commencez-vous à travailler avec d'autres centres pour CaliRehab? Donc, une question de Laurence Hadi. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres centres, en fait? Si vous pouvez… Vous m'entendez? Ouais, je vous entends, ouais. Ah, moi, je vous entends plus. Ah, alors, moi, je vous entends bien. Oui, en fait, ma question, c'est de savoir si les structures de réhabilitation adultes, vous avez déjà commencé à les approcher dans d'autres villes pour proposer le même programme aux enfants dans d'autres villes. Alors, en fait, ce programme CaliRehab, il est fait pour les enfants et les adultes. Et donc, actuellement, comme on est en recherche, c'est un PHRC, on a quelques centres adultes, effectivement, des centres de réhabilitation adultes qui sont partenaires du PHRC. Donc, vous avez par exemple, nous, on en a un à Montpellier, il y en a un à Bordeaux, il y en a un en région PACA, il y en a 2 en région parisienne, il y en a un à Brest, voilà, je dois peut-être en oublier quelques-uns. Il y en a un à Clermont-Ferrand également et un à Grenoble, je crois, des centres adultes. Voilà. Et donc, on a approché ceux qui étaient d'accord pour changer leur pratique parce que c'est un programme qui est particulier puisque sur le post-infarctus, la plupart des centres de réhabilitation les prennent 3 semaines en hospice complète. Très peu de gens font d'ambulatoire, alors que nous, c'est 5 jours à l'hôpital et ensuite 3 mois avec un coach à domicile. Donc, on a approché en termes de recherche. Après, en termes de soins, si l'étude se termine et qu'on démontre que c'est efficace, les centres seront libres ou pas de le mettre en place de cette façon-là. Donc là, par exemple, avec le Covid, nous, on a pu continuer la réhabilitation grâce à CaliRehab, puisqu'on a des coachs qui sont en visio. Et donc, ils ont pu continuer, pour les malades qui étaient en recherche, le protocole. Et je sais que Sonia Coronne, qui est en région parisienne, elle s'est inspirée de CaliRehab pour continuer sa réhab hors recherche dans son centre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, merci. Après, il y a une autre question. Un test d'effort acceptable est-il synonyme de grossesse possible? C'est une très, très bonne question. Alors, sur le plan de la science, non, il n'y a rien qui te dit qu'un test d'effort, c'est synonyme de grossesse possible. Mais en tout cas, moi, je l'utilise beaucoup pour préciser dans des cardiopathies un peu de la zone grise où on ne sait pas si on peut faire une voix basse sans effort expulsif, une voix basse normale, par exemple. Si j'ai un test d'effort qui est très bon, par exemple, je sais pas, sur une pathologie du cœur droit avec obstacle, un fallo avec un obstacle sur la voie droite résiduelle qui n'est pas encore catastrophique, qu'on ne veut pas réopérer, mais pour lesquels il y a une grossesse avec des PVD à 40-50, par exemple, millimètres de mercure, là, je fais un test d'effort, une VO2, et si tout est bon, je vais autoriser une voix basse sans effort expulsif. Mais ce n'est pas du tout basé sur de la science, ça. Donc, je pense qu'il faut faire des VO2, oui, avant une grossesse. Après, d'un point de vue technique,
est-ce difficile d'utiliser une structure adulte de réhabilitation pour faire ce programme dans d'autres villes? J'ai déjà répondu du coup à cette question. Super travail, ça donne vraiment envie de s'y intéresser davantage. Oui, évidemment, c'est un projet qui est super. Et pour vous donner même des nouvelles, ce projet, on a quasiment fini les inclusions. Et en fait, il y a un deuxième problème dont je ne parle pas beaucoup dans ce topo-là, c'est sur le neurodéveloppement. En fait, pour moi, il y a deux problèmes dans les cardiopathies congénitales qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie. Le premier, c'est l'activité physique, et ça, c'est toute mathématique de recherche. Mais il y a aussi un deuxième problème, c'est les troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement dans les cardiopathies congénitales, ça va devenir probablement le problème numéro un, puisque ce sont des patients qui ont globalement un QI normal, à part les patients syndromiques, mais tout en ayant un QI normal, ils ont des problèmes, par exemple, des fonctions exécutives. Et donc, si on veut prendre en charge à la fois l'aspect physique et la santé mentale, il faut probablement en France développer un programme de recherche sur le neurodéveloppement et qui est associé à l'activité physique. Et c'est ce qu'on va faire en fait. On va lancer un programme qui s'appelle Cali NeuroRehab. Bon, ce sera en gros un esprit sain dans un corps sain. Et donc, on va à la fois prendre en charge la santé mentale de ces patients et en même temps leur santé physique. Voilà. Et c'est Johanna Calderon, que vous connaissez probablement à Harvard, qui va rejoindre mon équipe pour lancer ce programme en fait. Alors, quelle formation spécifique faut-il pour l'hypnose en ETO? C'est le médecin qui conduit la session en même temps de réaliser l'ETO. Alors, en fait, il n'y a pas de formation spécifique pour l'ETO. Nous, on a pris une manip radio qui était en train de se former en hypnose pour faire des biopsies rénales à des enfants en radiopédiatrie. Et en fait, elle avait besoin pour sa formation d'une espèce de mémoire, en fait, et elle cherchait une équipe qui était intéressée pour tester l'hypnose dans un autre domaine que ce qu'elle connaissait elle, puisqu'elle elle est manip radio et qu'elle accompagnait les néphrologues pour faire des biopsies rénales et qu'elle voulait développer ça. Et donc, en fait, elle est venue nous rejoindre. C'est au cours d'une discussion où je lui ai expliqué, moi, ce que c'était qu'une ETO. Elle ne savait absolument pas ce que c'était. Et elle m'a expliqué comment elle faisait de l'hypnose médicale. Et donc, on a tenté pour la première fois complètement au hasard. Et ça a marché du premier coup. Et ensuite, on a renouvelé. Je pense qu'il faut simplement une personne qui a quand même un petit peu l'habitude de… Nous c'est chez des enfants, donc il faut que ce soit une technicienne, enfin une personne formée à l'hypnose qui a un petit peu l'habitude du contact avec les enfants. Donc, en fait, en pratique, elle les voit avant. Elle leur explique ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'hypnose. Donc, les enfants ou les ados en particulier pensent que c'est l'hypnose spectacle. Donc, elle leur explique ce que c'est qu'une session d'hypnose. Et donc, elle les interroge sur leur vie personnelle et elle trouve un centre d'intérêt chez ces jeunes. Et c'est à partir de ce centre d'intérêt, si c'est un jeune qui adore aller se promener en forêt, elle fait tout un scénario sur la forêt. Et voilà. Donc, c'est un grand moment de relaxation. Et pour nous, les médecins qui faisons le TO, ça ne change strictement rien, en fait, à part que ça se passe très, très bien. C'est vraiment assez extraordinaire d'ailleurs. Moi, je pensais qu'on allait avoir, pas moi, la moitié ou 2 tiers de succès. Et en fait, on est quasiment à 50% de succès. On a totalement arrêté les anesthésies générales chez les enfants dans mon centre depuis qu'on a l'hypnose. En fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre votre micro. Hein. Alors, je regarde les questions quand même parce qu'il y en a qui se sont affichées.